Dans un premier temps, on a étendu la zone dans laquelle s'exerçait l'alliance militaire, l'OTAN, qui est le bras armé et l'instrument numéro 1 de la cohésion de l'hégémonie nord-américaine sur le monde. On en a étendu la zone, on a cherché à tordre le bras des partenaires en leur imposant une modification majeure qui se lit dans les documents initiaux avant la conférence qui a conduit à ratifier au niveau international la nouvelle organisation otanesque, où on voit que la préoccupation centrale des États-Unis d'Amérique est de faire disparaître la loi du consensus pour l'engagement des forces contenues dans l'OTAN au profit d'une décision unique, bien sûr, venant de l'état-major, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Et cette orientation, cette volonté ne s'est jamais éteinte. Elle prend tous les chemins possibles. Par exemple, récemment, et de manière un peu assommante, c'est l'idée que la nécessité technique d'organiser le déploiement rapide de force face à un ennemi qui surgirait tout soudain, et compte tenu des impératifs qui en résultent pour l'utilisation des forces, on pourrait, on devrait se passer du consensus des parties prenantes au profit d'une décision qui viendrait du centre militaire et évidemment du centre politique. Je le signale pour montrer la constance avec laquelle l'hyperpuissance organise ses vues. Et c'est le contraire qui serait étonnant. Je vois beaucoup de naïveté dans ce que j'entends parfois. Pourquoi l'hyperpuissance serait-elle autre chose que paranoïaque? C'est par définition un statut qui est lié à l'hyperpuissance. Car n'ayant pas d'adversaire connu ou repérable, il lui faut en permanence guetter l'horizon pour voir si par hasard, sous une forme ou sous une autre, apparaît quelque chose qui vienne remettre en cause toute cette construction. En même temps que se faisait ce nouveau déploiement de la doctrine de l'ONU, on a poussé dans le dos l'Europe, l'Union européenne, de sorte qu'elle se dilue dans un ensemble flou, étendu à l'ensemble des anciens pays du camp socialiste, rattachés ou rattachables, du fait de leur histoire et des liens du passé, aux nations centres de l'Union européenne, que sont soit la France, mais plus particulièrement l'Allemagne. 10 pays d'un coup sont entrés dans l'Union européenne, disloquant tous les dispositifs qui existaient jusque-là et qui étaient déjà bien fragiles. Mais avant qu'ils aient été autorisés à entrer dans l'Union européenne, tous ont commencé par devoir signer leur adhésion à l'OTAN. Cette antériorité de la décision de défense par rapport à la décision politique signale quel est le contenu politique réel de cette adhésion. À ces manœuvres s'est ajoutée la promulgation d'une doctrine, bien connue, je pense, de la plupart d'entre vous, qui a servi de cadre à cette mise en place. C'est la doctrine de Samuel Huntington, le choc des civilisations. Œuvre de commande, produite par un homme qui s'était déjà distingué par ses vues antidémocratiques en publiant un précédent ouvrage, qui avait servi en quelque sorte de guide à l'attitude contre-démocratique et interventionniste qui avait conduit, par exemple, à multiplier et encourager les dictatures militaires dans l'Amérique du Sud. Un livre qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, La démocratie et le soldat, d'où il apparaissait que la démocratie était un encombrement pour la décision qu'il y avait à prendre et que seul le soldat portait l'intérêt général. Et avec cet équipement ont été formés à l'école de guerre des Amériques toutes sortes de violents malfaisants qui ont produit ce dont on a tous le souvenir. La nouvelle théorie est une théorie de commande. Elle fournit un habillage qui a été aussitôt acclamé par différents commentateurs, d'autant qu'il était apparu le caractère nuisible de l'idée d'après laquelle nous aurions atteint la fin de l'histoire. Car si nous étions à la fin de l'histoire, à quoi bon des armes?
il fallait que se substitue à cette vision quelque chose de plus opérationnel, le choc des civilisations. Je ne vous fais pas l'injure de démontrer l'absurdité de la thèse du choc des civilisations. Elle suppose des civilisations qui sont comme des plaques à bord tranché, elle méconnaît leur interpénétration, elle surévalue le rôle de l'appartenance civilisationnelle, dont elle donne une définition anthropologique extrêmement floue, mais qui se termine par l'équation que l'on connaît. Tout le monde appartient à une civilisation et se définit d'abord par rapport à elle. Et à l'intérieur de cette civilisation, tout le monde se décrit par une culture, et à l'intérieur de cette culture, in fine, tout le monde se décrit par une religion. La religion est le point de départ de la civilisation et à la fin de notre appartenance consciente ou inconsciente à un ensemble. On va à cette occasion solliciter les souvenirs émouvants des réactions des cités grecques face à la menace perse et ainsi de suite. De tout cela, il est résulté une campagne de propagande internationale qui est entrée très facilement dans les consciences, puisque la plupart des pays qui s'étaient en quelque sorte habitués à la vassalité à l'égard des États-Unis d'Amérique sont preneurs de toutes les doctrines qui justifient cette auto-limitation de souveraineté. Il en va tout autrement avec les Français. Pour la raison historique que nous nous sommes toujours défendus tout seuls et que d'une façon générale, nous sommes porteurs, avec l'idée même de République, d'un universalisme qui n'a pas toujours été vérifié par nos comportements, mais qui n'a jamais déserté la doctrine moyenne de ce qu'un Français croit qui est bon pour le monde. Et en particulier parce que nous sommes la nation ancrée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, par définition, transcende toutes les civilisations, toutes les cultures et les sous-cultures. Il y a donc un antagonisme fondamental entre la vision du choc des civilisations et l'identité républicaine de la France. Bien sûr, cette contradiction, elle a été aussitôt aperçue par le parti atlantiste en France. Ce parti recrute ses adhésions dans l'Internationale socialiste, qui en est une des succursales, et dans les libéraux de toute l'Europe, et l'un épaulant l'autre, des sociodémocrates dirigeant le secrétariat général de l'OTAN, épaulant des libéraux qui produisent la doctrine d'emploi. Ceux-là sont allés cas un cas, pan après pan, tout emporté. Et jusqu'à la République française, dont le président à peine élu, en août 2007, Nicolas Sarkozy, fait un discours signalé devant les ambassadeurs de France, dans lequel il situe, dans une indifférence qui, moi, m'avait intéressé, le premier danger qui pèserait sur le monde serait la confrontation entre l'islam et l'Occident. Ces théories fumeuses peuvent peut-être s'appliquer à d'autres, mais pas à nous. Au moins pour deux raisons. C'est que ces fantasmes, l'Occident et l'islam, traversent la patrie des Français. La seconde est que, du fait même de ce que je viens de dire à propos de l'identité de la France en relation avec les droits universels de l'homme, nous ne sommes pas une nation occidentale. Nous sommes une nation universaliste. Et ceci est une différence de doctrine complète. La doctrine du choc des civilisations a été ensuite propagée par le président de la République avec un bonheur inégal en fonction des divers copistes qui écrivaient les discours et dont l'enthousiasme religieux varie d'un texte à l'autre. Le discours de Latran atteint quelques sommets de falsification de l'histoire française, puisqu'on y découvre le bienveillant personnage de Saint-Louis, que les républicains nomment Louis IX, et qui, comme vous le savez, dans sa sainteté, est l'inventeur des pogroms de Torah, du premier insigne distinctif des Juifs, du percement de la langue pour les hérétiques et de l'expulsion des Juifs. Et d'autres figures, pour finir, qui le conduisent à opposer l'instituteur au curé dans la formule dont vous vous souvenez. À Riyad, le président de la République française s'est lancé dans une apologie de Dieu qui se comprendrait
dans sa chapelle, mais moins bien venant d'un chef d'État, s'adressant à un autre chef d'État, un sultan, qui est par ailleurs un chef religieux qui a dû moyennement goûter l'œcuménisme du discours, puisque Nicolas Sarkozy prétendait que tout le monde honorait le même Dieu, faisant fi de différences signalées qui justement justifient le choc des civilisations. Mais vous aurez observé que la doctrine du choc des civilisations a été propagée par toute une série d'agents conscients de ce qu'ils faisaient, sous l'angle sous lequel Samuel Huntington lui-même présente la doctrine, c'est-à-dire nous devons tout faire pour éviter le choc des civilisations, disent ces hypocrites, après l'avoir eux-mêmes installé. Et on se souviendra que c'est bien M. Zapatero et les autres officines social-démocrates et de l'internationale socialiste qui ont installé ce qu'ils ont appelé le dialogue des civilisations en Espagne. Cette doctrine, donc, a permis de justifier une dérive accélérée en faveur du dispositif militaire de l'OTAN. Et c'est ainsi que dans le traité de Lisbonne, qui a suivi, vous vous en souvenez, par une forfaiture que personne n'oubliera jamais, le vote négatif des Français, affirme une doctrine, sans que personne n'en ait jamais réellement discuté en France, d'après laquelle toute stratégie de défense européenne devra être inscrite dans le cadre de l'OTAN. Tout ceci a été ratifié par les autorités françaises et applaudi par une partie de l'opposition. Puis a été franchie l'étape de l'intégration dans le commandement militaire de l'OTAN, avec l'hypocrisie habituelle, puisqu'on nous a dit, puisque vous êtes déjà dans 37 comités, pourquoi n'êtes-vous pas dans le 38e? Ce qui est la méthode habituelle avec laquelle on découpe le saucisson en tranches pour pouvoir le manger. À ce moment, il y avait encore une résistance. Je m'honore d'y avoir participé, notamment dans les assemblées. Mais j'observe que, alors que la première charte de l'OTAN a été adoptée par les parlements des pays constitutifs de l'OTAN, les diverses évolutions de la doctrine, qui en changent complètement la signification, et en particulier par rapport à notre propre organisation de défense, n'ont jamais été ni discutées ni votées au Parlement. Je crois donc que c'est un des débats qui nous attendent. En toute hypothèse, il faut exiger qu'il y ait un débat sur le système de défense de la France et de ses alliances. Quelle que soit la position particulière qu'occupera le Front de gauche à l'issue de cette élection, cela fait partie des questions fondamentales sur lesquelles il doit y avoir accord entre Français. On doit discuter publiquement du cadre dans lequel nous sommes embarqués. Car pour notre part, nous le récusons absolument.